Aujourd'hui, on reçoit Zoé, qui est médecin et qui a des trucs à nous dire par rapport aux annonces de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron. Alors, les annonces d'Emmanuel Macron, on va se la regarder là, mais en gros, c'est par rapport aux franchises des médicaments qui vont être augmentées pour responsabiliser le consommateur, parce que les gens sont irresponsables. Et Gabriel Attal qui nous dit, lui... pour les Français et nos médecins, il est insupportable de savoir que des millions d'heures sont perdues. J'annonce donc la mise en place d'un principe simple. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paie. Donc voilà, Gabriel Attal qui nous dit qu'il y a des millions d'heures, donc il n'y a pas assez d'heures de médecine, et donc sa solution, c'est de faire payer les gens qui ne viennent pas chez le médecin. Ça, on va en parler. Et puis, par rapport à Macron, on va regarder juste un peu le début, mais il nous explique qu'il faut augmenter la franchise sur les médicaments pour que les gens soient plus responsables dans leur consommation. Regardez ça. On doit beaucoup mieux prévenir. Ce qui veut dire aussi qu'on doit conjurer une forme de fatalité française qui est qu'on consomme trop de médecine. En même temps qu'on a une des médecines les plus socialisées du monde, c'est-à-dire où ce n'est pas le consommateur qui la paye, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas d'argent magique. Quand ce n'est pas le consommateur qui la paye, c'est le contribuable qui la paye. Bon, ça, en plus, c'est assez mal foutu dans son argumentation, parce que ceux qui payent, au final, de toute façon, c'est les gens qui payent à travers leur cotisation sociale, la Sécu. Donc, on a l'impression qu'il nous fait une fleur de rembourser nos médicaments, alors que c'est nous-mêmes qui payons ça. Mais bon, bref. Et donc, au moment où, de manière sérieuse, je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie, la vie quotidienne, se dire... qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro pour un médicament, une boîte de médicaments, j'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible. Voilà, donc il nous explique, comme on a des forfaits de téléphone, ça gêne pas qu'on augmente le prix des médicaments pour le consommateur. Et donc du coup, on va réagir un peu à tout ça avec notre invité du jour, Zoé. Je vais t'enlever le logo de Position Revue. Hop, voilà. Zoé, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Bonjour tout le monde. Super. Du coup, on va parler de ça. De quoi tu veux qu'on commence à parler? Soit de Gabriel Attal, donc, qui nous explique qu'il y a des millions d'heures perdues et donc qu'il faut faire payer les rendez-vous où les gens ne viennent pas chez le médecin. Ou alors de Macron, qui nous explique qu'il faut doubler les franchises. Là, comme t'as passé le fameux moment où Emmanuel Macron nous explique que les Français sont des nantis, ils se payent des forfaits de téléphone, donc ils peuvent bien payer leur boîte de médoc. On peut commencer par ça si tu veux, parce que ça déjà c'est intéressant, je pense. Ouais, t'en penses quoi? Déjà, je trouve qu'il y a une petite dichotomie bizarre où il parle de téléphone, mais c'est un peu... ça n'a pas tellement de rapport. Ouais, c'est ça. En fait, alors bon, vite fait. Donc moi, je suis médecin généraliste. Hein, c'est ça mon boulot. Je travaille à la campagne. Et du coup, en fait, là, quand il parle des franchises, donc juste pour remettre très vite fait pour les gens, en fait, les soins en France, alors déjà, ils sont jamais gratuits parce qu'on cotise tous pour les payer, voilà. Mais en plus, ils sont jamais intégralement remboursés. Il y a des franchises sur les consultations, sur les prises de sang, sur les radios et sur les boîtes de médicaments. Et là, donc, sur cet extrait, il parle des franchises sur les boîtes de médicaments. Alors, en fait, les gens, ils payent 50 centimes par boîte qui sont pas remboursés. Sur la boîte de médicaments, donc c'est par boîte, hein, c'est pas par mois, et c'est plafonné à 50 € l'année. Bon, et apparemment Emmanuel Macron n'est pas au courant qu'il y a des gens pour qui 50 € c'est beaucoup, en fait. Lui c'est probablement pas beaucoup pour lui, mais pour plein de gens c'est beaucoup. Et moi ce qui me fume dans cet extrait, déjà parler de consommateurs et de contribuables comme si c'était pas les mêmes personnes, déjà c'est une dinguerie. Mais en plus, quand il parle de responsabiliser le consommateur, hein, je cite, comme si c'était des gens qui choisissaient des boîtes de haricots verts dans un supermarché. En fait, là, on parle de boîtes de médicaments prescrites. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui a décidé que pour améliorer l'état de santé de la personne, il devait prendre un médicament. Ce médicament est prescrit. On va le chercher à la pharmacie. Donc, alors, il a l'air d'être magnanime en disant oui, ça va passer de 50 centimes à 1 €, mais pas pour les patients en ALD. Alors, les ALD, les affections longue durée, c'est des gens pour lesquels la Sécu prend en charge 100% des soins et pas 70% comme les autres soins. Pour la consultation de médecine générale, on va dire de base, c'est 70% remboursé par la Sécu et 30% par la mutuelle.
Et donc là, ces gens-là, ils sont pris en charge à 100%. Donc c'est les gens qui ont, par exemple, je sais pas, un diabète, un Parkinson, qui ont fait un infarctus. Enfin voilà, des gens qui ont des maladies graves. Et ces personnes-là déjà payent en fait 50 centimes par boîte, même en ayant absolument besoin de leur traitement. Enfin, je veux dire, un diabétique, il n'a pas à se responsabiliser sur les médicaments qu'il prend pour le diabète. En fait, c'est ses soignants qui décident ce qu'il prend. Et puis il y a plein de traitements dont on a besoin, même si on n'est pas à 100%. Je sais pas, votre gamin, il a une otite, faut lui donner un antibiotique. Mais vous n'allez pas vous responsabiliser sur le fait de pas lui donner d'antibiotiques si le médecin vous a dit d'en donner, quoi. Ça n'a juste aucun sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Bah ouais. Et puis en plus de ça, il en parle comme si c'était, tu sais, les paquets de tabac où on augmente parce que les gens consommeraient trop de base, comme si c'était addict aux médicaments ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas un lien évident entre le fait que si on augmente le prix des antibiotiques pour les gens, ils vont en consommer moins. Tu vois, je pense qu'il y a de l'éducation à faire, des choses comme ça, mais déjà ça paraît pas si évident. Ça paraît vraiment être un truc où le mec veut récupérer un peu d'argent. Enfin, ça sent la douille, je trouve. Ça sent pas le truc intelligent pour le consommateur, pour que les gens aillent mieux et consomment des médicaments plus proprement, quoi. Ça sent la mégadouille, mais en plus, si tu veux, enfin, il y a deux trucs là-dedans. Il y a, bon, déjà, enfin, en fait, c'est vrai qu'en France, on prescrit trop de médicaments. Si tu veux, c'est prouvé. Enfin, on prescrit beaucoup plus de médicaments que dans d'autres pays. On prescrit beaucoup plus d'antibiotiques, notamment, que dans d'autres pays, mais même pour d'autres médocs, hein, on prescrit trop. Mais ça, en fait, c'est au niveau de la prescription des médecins qu'il faut jouer. C'est pas au niveau de la consommation des patients. Alors après, effectivement, tu vois, il y a eu les campagnes de fête, etc. Les antibiotiques, c'est pas automatique, ça aide un peu. Mais en fait, c'est aux médecins de moins prescrire. C'est pas aux patients de moins consommer. Ça a vraiment pas de sens. Et la deuxième douille, c'est qu'en fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que le système de soins, il est dans un état qui est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Enfin, je pense que faut peser nos mots, hein, sur ce qui est en train de se passer, que ce soit la situation à l'hôpital ou la situation, tu vois, comme moi je vis, c'est-à-dire la médecine générale. Alors souvent on parle des campagnes en médecine générale, mais en fait les déserts médicaux c'est partout, hein. Les plus grands déserts médicaux de France, c'est les quartiers populaires des villes en fait. C'est pas que les campagnes, même si à la campagne c'est la merde. Et donc le système était, on va dire, à la limite de craquer depuis 15-20 ans. Et là, ça y est, on est vraiment dans la situation où ça craque. C'est-à-dire qu'on n'est plus en état de prendre en charge correctement les gens, alors qu'on est une grande puissance mondiale, que on a eu un excellent système de soins pendant des années, grâce notamment à la sécurité sociale. Et que là, c'est en train de craquer à cause des politiques néolibérales qui ont été faites dans le soin, enfin voilà, plein de choses qui ont été décidées ces 30-40 dernières années qui nous ont foutus par terre. Et plutôt que de se poser et de prendre leurs responsabilités en disant notre camp idéologique a fait des choix de merde qui font qu'aujourd'hui, il y a des mecs de 25 ans qui meurent sur des brancards aux urgences parce qu'ils sont pas pris en charge alors qu'ils sont en train de faire des péritonites, c'est-à-dire des infections graves du ventre. Plutôt que se dire ça, ils sont en train de pointer le curseur sur les patients, les personnes individuellement qui seraient responsables de la situation dans laquelle on est. Mais c'est quand même un niveau de douille qui est juste insupportable, quoi. Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule. Je suis d'accord, et je crois qu'au fond, en plus, je crois qu'ils sont sincères, tu vois. Je pense qu'au fond, ils y croient vraiment à ça. Parce qu'ils sont dans une certaine idéologie, ils ont un biais. C'est un peu comme il y avait Karine Le Marchand qui va soutenir les agriculteurs. Elle dit ouais, il faut que les consommateurs se responsabilisent. Ils sont vraiment dans une espèce de surindividualisme où ils pensent que c'est pas leur faute, c'est pas la faute des décisions qui sont prises au niveau politique. En fait, ils y croient pas à la politique, c'est la faute des consommateurs qui feraient de la merde, qui seraient trop cons, et du coup, faudrait venir avec un bâton et augmenter les prix des trucs, essayer de les punir un peu pour qu'ils aillent dans le bon sens, quoi. C'est vraiment cet inconscient-là qui joue, et malheureusement, ouais, je crois qu'ils sont sincères là-dedans. Ils sont probablement un peu sincères, et après ils jouent aussi, tu vois, dans leur vision idéologique hyper individualiste, genre en fait nous sommes tous libres, voilà, chacun fait ses choix, hein. Tu fais le choix de donner un antibiotique pour le titre de ton gamin, hein, bien sûr, tu t'es levé le matin, t'as eu le choix, ton gosse a 42 fièvres, t'es dans la merde, il faut que tu le fasses garder, alors qu'au boulot t'as pas de jour enfant malade, tu vas perdre un jour de salaire, machin, tu te pointes, et tout ça c'est des choix en fait pour eux, tout ça c'est des choix, mais en plus t'as le côté comment dire, au fond ce qu'ils veulent nous rentrer dans le crâne, c'est que la santé c'est un bien de consommation.
C'est un bien de consommation comme un autre, comme un forfait de téléphone, comme le fait d'aller au resto ou pas. Et c'est pas ce qu'on avait quand même décidé tous ensemble quand la sécurité sociale a été mise en place. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bien commun. C'est un bien commun auquel tout le monde a le droit. Les riches, les pauvres, les personnes en situation irrégulière, en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y a des trucs de base dont on a tous besoin, l'éducation, la santé, etc. Et ils sont aussi en train, si tu veux, de jouer ce truc-là, quoi, de sortir la santé de ces endroits sanctuarisés où on considère qu'en fait tout le monde y a le droit et que c'est pas en fonction de tes choix de vie, de ton niveau, de je sais pas quoi. Ouais, bah c'est la déconstruction de la sécurité sociale, on en parle souvent, mais c'est vraiment ça. Et puis en plus de ça, ce qui est marrant entre guillemets, c'est que je sais pas combien ça rapporte, mais je suis pas sûr que ça rapporte beaucoup, tu vois, comme truc. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir des cadeaux énormes, des cadeaux fiscaux, des trucs comme ça aux plus riches. Mais de l'autre côté, tu vas prendre 50 balles par an à un type qui a un cancer ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, comme mesure. Ça va pas être la panacée, mais ils y croient et ils ont besoin de ce truc-là pour aussi faire rentrer, dans la tête des gens que c'est un bien de consommation. C'est vrai, cet aspect idéologique, il est important. Je pense que tu le soulignes, mais c'est vrai que c'est important de montrer aux gens que tu vas pas chez le médecin, comme avant, quoi. Tu vas pas chez le médecin quand t'as vraiment besoin. Tu vas chez le médecin quand tu peux y aller, quoi. Quand t'as l'argent pour. Exactement. Et si t'as pas l'argent pour, c'est de ta faute. Tu vois, t'as pas fait les bons choix dans ta vie. Si t'as pas l'argent, regarde, il y en a qui se sortent les doigts. C'est l'exemple du comme téléphone. Amélie Oudéa-Castéra. Ah là, c'est ça. Comme Amélie Oudéa-Castéra, tu vois, elle est méritante, par exemple. Elle s'est vraiment sortie les doigts, elle. C'est sûr. Tu vois, avec son mari PDG de la Société Générale. Par contre, la dame que j'ai vue cet après-midi, qui a 680 € de retraite, 680, une dame qui a bossé de ses 18 à ses 66 ans, mais en fait, elle a eu que des temps partiels parce qu'elle a été auxiliaire à domicile, machin. 680 balles de retraite, elle, 50 balles, c'est ingérable, en fait. C'est ingérable. Et, mais elle est pas méritante, tu vois. Elle s'est pas assez sortie les doigts, elle a pas fait les bons choix. Non, mais elle a pas choisi la bonne marque d'haricots verts. C'est ça, quand tu dis 50 balles, ils se rendent pas compte, c'est pareil, je pense qu'ils se rendent vraiment pas compte qu'il y a des gens qui sont à 50 balles près. Parce que pour eux, c'est un peu une statistique, oui, il y a, je sais pas, 10 millions de pauvres en France, mais ils se rendent pas compte de ce que c'est que de devoir faire un choix, entre avoir un forfait de téléphone ou bouffer à tous les repas et puis de payer autre chose, quoi. Ils ont jamais connu ça, et c'est pas dans leur structure mentale, je pense que c'est impossible pour eux de voir ça, quoi. Ils ont aucune idée, mais tu vois, alors moi je bosse dans un endroit où les gens ont globalement pas de thunes, tu vois, vraiment c'est de la campagne prolo, quoi. Le gros des boulots, c'est de l'industrie agroalimentaire, c'est des boulots d'aide-soignante en EHPAD, des boulots d'aide à domicile, des chauffeurs-livreurs, enfin voilà. Et moi le quotidien de mes patients, de ce que je vois là, je te dis juste sur les gens que j'ai vus aujourd'hui, donc j'ai vu cette dame, j'ai vu une famille avec les gamins où en fait les parents m'expliquent qu'il y a que la chambre des gosses qui est chauffée. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de chauffer le reste de la maison. Enfin, et ces mecs-là, en fait, pour eux, 50 balles, c'est quoi? C'est 10% d'une bouteille de vin correcte dans un resto sympa. C'est ça, en fait, le fond du truc. Non, mais c'est donc, ça. Ils ont aucune. Enfin, leur mode de consommation fait qu'ils n'ont pas les notions, quoi. Et en même temps, quand tu vois, tu parlais d'Oudéa-Castéra, mais c'est ça. Quand t'es payé 20 000 balles à faire 7 réunions ou 8 réunions, tu te rends pas compte de ce que c'est l'argent. Tu vois, l'argent pour toi, c'est un truc qui est tombé comme ça. Limite, du coup, je sais pas si on se rend compte là quand elle dit, je passe de 1,4 million par an à 500 000 euros par an. Bon, admettons, je sais pas, qu'elle paye 50-60% d'impôts sur les 500 000, il lui reste 240 000 ou un truc comme ça, ou 200 000. Mais t'imagines, avec 200 000 euros, il y a beaucoup de gens qui peuvent se payer une maison ou un appart ou un truc comme ça. Elle, tous les ans, elle a ça. Alors que elle dépense pas 200 000 balles de bouffe, j'imagine, quoi. Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est des gens, ils ont même pas besoin de faire de crédit, en fait, t'as l'impression. C'est ça, et puis ces gamins vont dans une école où t'as 2 piscines et 7 gymnases. Enfin, tu vois, c'est de la folie, quoi. Ah ben oui, Stanislas a vérifié, mais c'est ce que j'avais lu dans l'article, là, 2 piscines, 7 gymnases. T'es bien, t'as moins de problèmes de surpoids de l'enfant, je pense, que chez moi, tu vois. T'imagines. C'est moins le souci, quoi. Non, c'est incroyable comme truc. On peut peut-être parler d'Attal, parce que c'était par rapport à ça de base que tu devais venir, et c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il nous explique que, bon,
Ok, il y a eu un numerus clausus un peu à la con pour essayer d'avoir le moins de médecins possible pour qu'il y ait moins de prescriptions ou des trucs comme ça, pour que ça coûte moins cher. Mais pour rattraper les nombres d'heures perdues chez le médecin, il faudrait que les rendez-vous qui ne sont pas honorés soient payés par la personne qui n'honore pas le rendez-vous, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bah, ça m'énerve énormément, par exemple. Tu vois, quand je finis ma journée de consultation et que je vois ça, eh ben, ça m'énerve vraiment beaucoup. Mais je vais expliquer pourquoi. Bah, déjà, en fait, ce truc-là, ça sort pas de nulle part. C'est une demande d'une partie des syndicats de médecins libéraux, notamment l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Alors, je vous laisse deviner quel est le bord politique c'est les libertariens du nom du syndicat. Ouais, c'est ça. C'est ça, la médecine libre. Et donc, c'est des demandes de syndicats libéraux depuis longtemps. Hein. Bon, bref. C'est parce qu'en fait, dans les syndicats de médecins, particulièrement les syndicats de médecins libéraux, il y a beaucoup en fait cette espèce d'idéologie du choix individuel, de la responsabilisation individuelle, de tout ce genre de trucs, et qui fait complètement fi du contexte social dans lequel sont les gens, des différentes choses qui peuvent amener les gens à se comporter d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand même, sur l'histoire des rendez-vous non honorés, bon, déjà, alors, moi, je vais parler de mon cas à moi. Moi, les rendez-vous non honorés, on a regardé dans ma maison de santé, nous, on est plusieurs, c'est 2 à 3%. 2 à 3%, c'est pas beaucoup, en fait, hein, c'est vraiment pas beaucoup. En même temps, aujourd'hui, c'est tellement dur d'avoir un rendez-vous de chez le médecin que quand t'en prends un, en général, tu y vas, tu vois, enfin, à part si vraiment t'as un problème. Mais bien sûr. Moi, je m'amuse pas à prendre des rendez-vous chez le médecin pour pas y aller, quoi, ça n'a pas de sens. Mais carrément. Et en fait, du coup, si t'y vas pas, c'est pas juste que t'es un con qui s'en bat les couilles, c'est qu'il y a d'autres trucs qui se passent en général. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus, parce que bon, en fait, pour vraiment regarder quelque chose d'ampleur et comprendre ce qui se passe, etc., c'est quand même bien de faire des études. Et il y a une grosse étude écossaise, notamment, qui a été faite il y a une dizaine d'années, qui a vraiment étudié ça en profondeur, et qui montre, alors attention, vous allez être tous extrêmement surpris, que les gens qui loupent le plus leur rendez-vous, c'est les gens qui ont des troubles psy, donc les gens qui sont psychotiques, les gens qui ont de l'anxiété sociale, les gens qui ont des troubles de l'attention. Voilà, donc ça, les gens qui ont des déficits cognitifs, les gens. Non, mais c'est des gens pas méritants, ça. Mais ben voilà, c'est des gens qui n'ont pas fait les bons choix, je pense. C'est des gens qui se sont pas sortis les doigts. Voilà, donc t'as ces gens-là, t'as les gens en grande précarité. T'as voilà les mères de famille monoparentales, les machins. Et donc t'as quelques études qui ont complété un peu ces trucs-là, alors qui mériteraient d'être un peu étoffées, de le faire à plus grande échelle et tout. Mais en gros, ce qui est montré sur ces gens qui loupent leur rendez-vous, c'est qu'en fait, t'as la charge mentale de la précarité qui joue, tu vois. T'es mère de famille monoparentale, t'es dans un boulot à la con. T'as pas le choix de tes horaires, t'es, je sais pas, t'es caissière à Lidl, par exemple, tu vois. En fait, t'es sur un contrat précaire, etc. Tu n'as pas le choix. Si ton patron te dit au dernier moment, ah ouais, bah Sandrine, en fait, au lieu de finir à 17h, tu vas finir à 18h30. Donc déjà, t'es dans la sauce parce qu'il va falloir trouver quelqu'un pour gérer ton gamin, que t'élèves toute seule et que t'as pas de relais et que machin. Et t'avais rendez-vous chez le médecin, en fait, à 18h30 pour le vaccin de ton gamin. Ben, en fait, tu zappes. Voilà. Tu zappes ton rendez-vous. Est-ce que ça fait de toi la pire personne de l'univers? Est-ce que c'est de ta faute si le système de soins va mal? Je suis pas tout à fait sûre, en fait. Et en fait, c'est que ça. Quand tu observes vraiment pourquoi les gens loupent des rendez-vous, c'est essentiellement des problématiques sociales, en fait, dans lesquelles ils sont pris. Alors, bien sûr que dans le lot, t'as des gens qui vont zapper, etc. Mais en fait, on va pas pouvoir penser un système où 100% des gens se comportent parfaitement bien 100% du temps. Ça n'existe pas, en fait. Il faut penser un système où on est capable d'absorber le fait qu'il y ait des gens qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas coller exactement à ce qu'il faut. Et tu vois, moi, dans les rendez-vous manqués que j'ai aussi très souvent des trucs genre, en fait, pourquoi monsieur machin, 86 ans, il vient pas à son renouvellement de traitement? En fait, on appelle chez lui et sa femme dit, ah oui, en fait, il a été hospitalisé il y a 3 jours, il a perforé un diverticule, il vient de se faire opérer, j'ai pas pensé à vous appeler parce qu'en fait, il a failli mourir, j'ai pensé à autre chose. Oui, bien sûr, quoi, bien entendu. Et dans les études qu'on montre aussi, il y a par exemple une surreprésentation des femmes qui sont victimes de violences.
et qui se retrouvent avec, encore une fois, la charge mentale de la précarité à gérer. Et ça, c'est pareil, on a plein d'études qui montrent qu'en fait, quand t'es dans la sauce, quand t'es dans la vraie grosse sauce, eh ben en fait la santé ça passe pas en priorité. Ce qui va passer en priorité, c'est les rendez-vous à la CAF parce que la CAF t'as pas versé ce qu'il faut et du coup t'as pas assez de thunes pour payer ton loyer, et t'es dans la merde et tout ça. En fait ça c'est les conditions matérielles d'existence. Et ben voilà, et ben voilà, tout simplement. Et en plus, l'étude écossaise elle montre autre chose, c'est que les patients qui loupent 2 rendez-vous dans une année sont des patients qui sont nettement plus à risque de mourir dans l'année. Particulièrement les gens qui ont des affections longue durée pour des pathologies psy. Et donc, en fait, quand tu fais de la médecine, que tu t'intéresses à la santé des êtres humains, et que tu es censé, voilà, on va dire, soigner tout le monde avec le regard le plus empathique possible, parce que tu es là pour leur rendre service. T'es pas là pour jouer ton statut social, t'es pas là pour montrer que tu sais mieux que les autres, t'es là pour soigner les gens. Quand tu veux faire ça, normalement, un rendez-vous manqué, quand tu sais tout ça, tu dois te dire, mais en fait, c'est un signe d'alerte. En fait, c'est un symptôme. En fait, c'est des gens qui vont peut-être pas bien dans leur vie. Peut-être qu'il faut les rappeler. Peut-être que justement, le temps libre que tu as pendant ta consultation, ça serait intéressant de l'utiliser à essayer d'avoir cette personne au téléphone, savoir si ça va. Enfin, je sais pas, genre des réactions humaines normales en fait, de rapport avec tes êtres humains, ou encore une fois, putain, t'es pas là pour leur vendre des cuisines, quoi. C'est marrant parce que soigner. Tu vois, par rapport à ça, t'as un problème, c'est il y a des gens des fois qui viennent pas en consultation. Et t'as 2 solutions. T'as la solution de Gabriel Attal qui est là, ouais, faut les faire payer. Alors qu'en vrai, la solution, ça pourrait être de dire, il faut créer des équipes mobiles pour aller voir, essayer de savoir ce qui se passe, les rappeler et tout, parce que ça prend un temps fou. Bien sûr. Et ce serait une solution qui, pour le coup, ferait peut-être de la prévention, permettrait peut-être d'avoir, au final, même de gagner de l'argent, parce que les gens seraient moins dans la merde en allant pas chez le médecin parce qu'ils peuvent pas, avec des choses comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, aujourd'hui, ne se soignent plus par manque de temps, manque d'argent, manque de trucs comme ça, quoi. Mais non, lui, il préfère taper sur ces gens-là, quoi, qui sont sûrement, du coup, enfin, d'après ce que tu dis, d'après l'étude que tu rapportais, qui sont les gens les plus précaires dans la société, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, le système de soins s'écroule. Il s'écroule à cause de lui, hein. Enfin, il s'écroule pas de lui-même comme ça, comme si les choses flottaient dans l'air et puis fatalement, tu vois, il y a eu un cyclone à La Réunion. Oh bah tiens, il y a un écroulement du système de soins en France, c'est fou, on sait pas d'où ça vient. Il y a des politiques, tu vois, qui amènent à ce type de truc. Tous ces mecs là, Attal, Macron, etc., les ont mis en place et sont les héritiers idéologiques des mecs qui les ont mis en place. Et l'autre, je vais essayer de tenir mes mots, on va dire, mais cette personne désagréable qui est Gabriel Attal se pointe et vient dire, en fait, là, la solution, c'est d'aller pointer du doigt les personnes qui sont les plus dans la merde de toute la société, pour leur dire que c'est bien de leur faute si la médecine générale va mal. Mais sérieusement, moi, mon problème dans mon quotidien de médecin, c'est certainement pas qu'il y a des gens qui loupent leur rendez-vous. En fait, en vrai, quand il y a des gens qui loupent leur rendez-vous, je vais être très honnête, parfois ça me permet de rattraper mon retard, déjà. Parfois, ça me permet de faire de la paperasse, parce qu'en fait, en médecine générale, on a plein de paperasses à faire, plein. Ça représente, je sais pas, 1 heure, 1h30 par jour de papier à faire, de trucs à remplir, de dossiers à remplir, et c'est important parce que c'est des trucs dont les gens ont besoin. Tu vois, les dossiers de maladies professionnelles, de machin, de trucs, il faut les faire. Tu vois, les dossiers de demande de reconnaissance de handicap et tout ça, c'est des trucs qui prennent énormément de temps. Mais en fait, moi, quand les gens viennent pas, ça me laisse du temps pour faire ça. Et du coup, je fais pas ça à 20h30 une fois que j'ai fini mes consultes et j'arrive chez moi à 22h et je vois pas mes gamins. Et voilà, tu vois. Enfin, donc, en plus, c'est même pas ça le vrai problème. Et puis, sur un plan purement pratico-pratique, on fait comment, en fait, pour les faire payer les gens? On les rappelle, en plus, c'est débile, ça va être quoi? Ça va être la Sécu qui va payer leur consulte, tu vois. Enfin, et comment tu fais, pour les recontacter? Enfin, c'est complètement débile. Et non, alors, surtout comme tu dis, c'est des précaires. Tu vas avoir un type, il est schizophrène, SDF, il a pas de thunes, et tu vas aller te mettre à le rechercher, à perdre je sais pas combien de temps pour lui demander 20 balles pour sa consulte. Ça n'a aucun sens comme truc, quoi. Bah autant passer ce temps-là à essayer de mettre en place des trucs pour qu'ils soient en meilleure santé. Enfin, je sais pas, bien sûr, au hasard. Bien sûr. Au hasard, tu vois. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, ça en dit long, je pense, sur leur idéologie. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire quand il dit faut faire payer les gens qui viennent pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est que lui, s'il ne va pas à un rendez-vous, c'est par pur caprice, tu vois. Parce que oui, les gens comme lui, ils peuvent, s'ils ratent quelque chose, c'est parce qu'ils l'ont décidé. Parce que eux, ils sont un peu maîtres de leur agenda, des trucs comme ça. Mais les gens qui ratent les consultations, c'est justement pas les mecs comme lui, quoi. Enfin. C'est ouf.
C'est ignoble. Et tu vois, pour terminer, tu vois, vraiment, enfin, moi, dans mon quotidien, là, si vraiment il y a quelque chose qui pourrait améliorer les choses, je vais te donner un exemple tout con, hein. Là, on est en épidémie de grippe, tu vois, actuellement. J'ai un tiers de mes créneaux qui sont pris par des gens qui ont 40 de fièvre. La grippe, le traitement, il est très simple, hein, c'est se coucher, boire de l'eau, prendre du Doliprane et attendre que ça passe. T'as globalement rien d'autre à faire. Mais en fait, il y a plein de gens qui viennent à la consultation parce qu'ils ont besoin d'un arrêt de travail. Ils savent ce qu'ils ont, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont objectivement pas besoin de moi. Moi, j'ai objectivement autre chose à faire que gérer ça. Mais ils ont besoin d'un putain d'arrêt de travail, alors qu'en plus ils ont des jours de carence, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un arrêt de travail de 3 jours pour un truc où ils ont des jours de carence. Ouais. Moi, si Gabriel Attal veut prendre une décision rapide, facile, qui libère énormément de temps médical là très rapidement, tu laisses les gens pouvoir s'auto-arrêter pour des arrêts de, alors je sais pas, ça se calcule et tout ça, mais peut-être que tu pourrais avoir droit à, je sais pas, 10 jours dans l'année où tu t'arrêtes de toi-même et t'as pas besoin d'un certificat médical, quoi. Là, tu libères les gens temps. ne font pas exprès de s'arrêter. Ouais, avec la carence, en plus, c'est super chiant parce que tu perds de l'argent. La plupart des gens sont attachés à leur travail. Enfin, il y a que les libéraux qui pensent que les gens sont des feignasses et qui veulent pas du tout aller au travail. En général, c'est aussi ton rythme, ton milieu social et tout. À part si t'es harcelé au travail ou des trucs comme ça, mais auquel cas, le problème, c'est ton travail, c'est pas toi, quoi. Donc oui, sûr, les gens pourraient très bien signer un truc en disant j'ai la gastro et je ne viendrai pas ces 3 prochains jours pour pas vous la refiler. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui a fait bac+12 pour venir dire ah oui c'est vrai t'as vraiment la gastro. De toute façon en plus s'il te le dit tu peux pas vérifier, j'imagine. Mais bien sûr, tu vois, moi le mec il arrive, il me dit j'ai vomi toute la nuit, mais moi à l'examen j'ai rien. Enfin je dis bah oui il a vomi toute la nuit, je l'arrête, hein. Et tout le monde le fait, hein, même les mecs de l'UFML, hein. Bah oui. Donc, en fait, de toute façon, on va l'arrêter, le gars. Le seul truc, c'est que ça va coûter 25 balles à la sécu, une consulte. Le mec, ça va lui prendre du temps. Il va vomir dans la salle d'attente. Il va passer un mauvais moment. Voilà. Il va éventuellement filer la gastro à mes patients qui sont venus faire leur renouvellement de traitement, mes patients diabétiques, etc., dans la salle d'attente. Et moi, ça me prend un créneau pour un truc qui est pas nécessaire. Alors d'ailleurs, pour info, les gens, la gastro-entérite ne nécessite pas non plus de traitement. Il suffit d'attendre, de boire un peu d'eau et de manger un peu de sucre. C'est tout. Et pareil, là, t'as pas besoin de voir un médecin, tu vois. La rhinopharyngite, tu vois, t'as 39 de fièvre, t'as le nez qui coule, t'as mal à la gorge, ben, en fait, t'as juste besoin d'attendre chez toi. C'est pareil, tu n'as pas besoin de médicaments, ni de médecin. T'as juste besoin de prendre du Doliprane et de te moucher. Et ça, c'est vraiment des trucs qui prennent du temps. Pour rien, et en fait ça ferait trop chier le patronat que les gens puissent s'auto-arrêter, parce que voilà, donc il est question de responsabiliser les gens, mais par contre pour pouvoir dire que t'es malade et que t'es pas en état d'aller bosser, là par contre il y a plus de responsabilité individuelle, tu vois. D'un coup, dès que ça risque d'empiéter sur le pouvoir qu'un patron peut avoir sur son salarié, c'est-à-dire le pouvoir de décider le temps que tu passes et où est-ce que tu le passes, là par contre c'est très grave, tu vois. Non, mais oui, non, mais c'est purement idéologique et infantilisant. On croirait vraiment, tu sais, des parents qui voudraient toujours surveiller leur gamin, mais qui vont jamais lui donner une liberté en échange, tu vois. C'est vraiment que dans un sens. Ça. C'est exactement ça. Donc voilà, donc moi, je sais pas, Gabriel Attal, si tu veux, tu m'appelles. Moi, j'ai des idées. j'ai des idées pour trouver rapidement du temps en médecine générale. Et je pense que celle-là, par exemple, ça serait pas mal. Et tu vois, là-dessus, enfin moi, sincèrement, ce que je vois la majorité du temps, c'est des gens à qui je propose un arrêt et qui le refusent en fait. Bah déjà parce que perdre 3 jours de ton salaire quand t'es payé 1200 balles, c'est chaud. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, comme tu le dis, en fait, les gens, ils sont, tu sais, les aides-soignantes en EHPAD, en fait, elles savent que si elles viennent pas bosser, ça fout la merde pour les autres, qu'il y a encore une meuf qui va voir être rappelée sur son jour de repos, alors qu'elles le sont en permanence, que machin, et du coup, bah, elle préfère aller bosser malade. D'ailleurs, du coup, elle contamine les patients. Enfin, en fait, la réalité du monde, c'est ça. Ces mecs, qui vivent en dehors de la réalité du monde, en fait, de comment ça fonctionne dans la vraie vie des vrais gens. Ouais, bah oui, non mais tu vois, mais de toute façon ces dynamiques-là, elles sont partout. Moi j'ai mon miniaturiste qui est livreur de pizza, donc il est moins qu'avant. Je crois qu'il est en train de négocier pour moi y bosser maintenant qu'il a un peu d'argent depuis l'activité YouTube. Et ben il me disait ouais, en gros il tournait à moitié équipe ou à tiers d'équipe quoi, mais pour faire le même taf que d'habitude. Donc en fait il finissait ultra tard, il se faisait baiser de fou.
Sauf que le problème, c'est que tu dis ouais, mais t'as pas à faire ça. Je veux dire, ton patron, il veut pas te forcer. Mais en fait, lui, il est avec des gens qui considèrent maintenant, bah, c'est ses collègues, mais c'est presque des amis. Tu vois, ça fait longtemps que tu bosses avec eux. Et tu sais que toi, si t'y vas pas, bah déjà que t'étais 6 au lieu de 18, bah ils sont 5 au lieu de 18. En fait, ils auront le même travail, tu vois. Exactement. Et donc, t'as vraiment un vieux mécanisme qui se met en place où, ben, si t'es pas un connard, tu vas y aller quand même, quoi. Bah ouais, parce que t'as pas envie de foutre les autres dans la merde. Et la réalité, tu vois, quand ces mecs-là pensent que les gens ne marchent qu'à la carotte de l'argent. C'est parce que eux marchent qu'à la carotte de l'argent. Mais ouais, c'est ça, t'as envie de dire non, en fait, il y a plein de gens, ils sont motivés par le fait d'être dans un collectif de travail, avec des gens qu'ils estiment, de bien faire leurs tâches. En fait, la majorité des gens, ils fonctionnent comme ça. Vous êtes des tarés qui ne font des trucs que parce que ça rapporte du fric. En fait, la majorité des gens sont pas comme vous. Et peut-être que du coup, ça vaudrait le coup qu'on vous demande pas trop votre avis à vous sur la manière dont on s'organise. Parce que nous, on aurait d'autres moyens de s'organiser qui fonctionneraient beaucoup mieux, en fait. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Et tu vois, juste pour terminer, vraiment là, moi, dans mon quotidien, je parlais des arrêts de travail et tout, mais la réalité, c'est comme je le disais au début, c'est la giga merde, mais vraiment, enfin, là, on est dans des situations avec des trucs qui sont objectivement pas racontables, tu vois. Enfin, tellement c'est l'enfer. Ce serait banni de YouTube, en fait. Ben, c'est juste pas possible de dire la réalité de comment sont traités une partie des gens. Et bien sûr, ceux qui prennent le plus cher, c'est les vieux précaires, c'est les gens qui sont plus dans la merde, etc. Mais en fait, moi, actuellement, mon quotidien, il est aussi bouffé par le fait que l'hôpital est en train de sombrer, que les urgences débordent de gens dans lesquels ils n'ont pas la place, enfin pour lesquels ils n'ont pas de place pour les hospitaliser, donc ils les stockent aux urgences. Du coup, ils peuvent pas gérer les flux entrants. Et donc moi, il y a plein de trucs. Je sais que j'ai un vieux monsieur qui est à domicile, qui a une infection pulmonaire, qui aurait besoin d'être pris à l'hôpital. Je ne l'envoie pas aux urgences parce que je sais qu'il va passer 4 jours sur un brancard. Que en fait on va vaguement le perfuser parce qu'on n'aura même pas le temps de le faire bouffer et qu'il va revenir dans le même état parce que finalement il y aura pas de place pour l'hospitaliser avec simplement des escarres en plus en fait. Et c'est ça la réalité actuellement. Et donc moi je passe du temps à gérer des trucs qui devraient se gérer à l'hôpital ou avec des équipes pluriprofessionnelles, etc. Et je n'ai pas ce relais-là. Et alors c'est pas du tout. Enfin moi franchement, s'il y a des collègues hospitaliers qui m'écoutent, force à vous, hein, parce que vraiment c'est chaud. Hein. Nous on prend cher, mais vous c'est une folie actuellement. Et dans mes patients j'ai aussi des soignants en fait. Hein. J'ai des aides-soignantes, j'ai des infirmières. En fait tout le monde est en souffrance. Et c'est l'enfer de mal faire son taf, mais c'est encore plus l'enfer de mal faire son taf quand ton taf c'est la vie des gens, putain. Et l'autre il se pointe et il vient nous dire qu'on va régler les problèmes en faisant payer les consultes aux schizophrènes décompensés SDF. Mais on est où là? Mais on est où, putain, sérieusement, hein. On est à des niveaux d'indécence. Je te jure, hein, c'est moi, ça me fout en l'air, mais vraiment. Bon après, ça motive, hein, ça motive pour se dire qu'il va falloir se battre fort, quoi. Ouais, mais t'as été applaudi pendant le Covid quand même, donc t'as pas à te plaindre. Ouais, grave. Ouais, on a été applaudis. Ouais, non, mais on a été applaudis. En attendant, ils ont filé 5 milliards à McKinsey. Hein, je crois que c'était ça les chiffres, 5 milliards. Ouais, je sais pour pas. Que les types organisent ça comme de la merde. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi j'étais sur le terrain. Je peux vous dire que payer des types aussi chers pour faire des PowerPoint, pour que les gars soient pas foutus juste de répartir des doses de vaccins correctement sans oublier des départements, ça fait chier, tu vois. Enfin vraiment, t'as envie de dire. Enfin, franchement, mais laissez... Et surtout qu'on a des gens qui sont là pour ça. On a des fonctionnaires qui peuvent très bien le faire. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un type qui est chez McKinsey, qui est un vieux gars qui sort d'école de commerce, qui va mieux savoir que tout le monde comment est foutu le territoire français au niveau sanitaire, quoi. Bah, c'est ça. Et du coup, McKinsey, 5 milliards. L'AME, c'est quoi? C'est 1,5 milliard, je crois. Un truc comme ça. C'est 3 fois moins. Oui, l'AME, c'est 2 milliards par an, maxi, je crois. Un truc comme ça. Mais c'est ça, tu vois. Enfin, et puis l'AME, c'est pareil. Si tu laisses des mecs sur le territoire avec la tuberculose, le VIH ou ce que tu veux sans les traiter, au bout d'un moment, ce sera pas que les étrangers qui vont l'avoir, quoi. Enfin, c'est complètement débile comme truc. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est complètement con. Alors en plus, enfin, il y a ça, il y a le fait que, en fait, quand tu peux pas faire de prévention, en fait, les gens sont plus malades après. Ça coûte plus cher. On a plein d'études là-dessus. Les Allemands, ils ont essayé de supprimer l'équivalent de l'AME chez eux. Les Espagnols aussi. Ils sont revenus en arrière. Ça coûte plus cher. Donc en fait, c'est vraiment des choix que tu fais. Je bosse à l'hosto. Je passe ma vie à faire de la place dans mon service pour pouvoir récupérer des patients. Du coup, l'administration a trouvé que notre taux d'occupation de lit était pas très élevé et veut nous sucrer des postes d'infirmières. Et moi j'ai un peu la même expérience à l'hôpital où je suis. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que
on essaie de faire de la place dans les services pour qu'il y ait moins de monde dans le service et qu'on puisse récupérer des patients en cas où. Et du coup, il y a des débiles avec des PowerPoint ou avec des Excel qui en déduisent qu'il y a des lits libres, donc on peut en enlever. Tu vois, c'est le truc complètement con. Tu te fais de la place pour pouvoir avoir, au cas où il y a une urgence, en fait, que t'as un lit de libre. Et les mecs te disent, ah ouais, mais ça, c'est bien la preuve qu'en fait, vous avez trop de lits. Et les mecs enlèvent des lits au fur et à mesure, quoi. À croire qu'il faudrait avoir tout le temps les lits tout pleins. C'est comme au McDo. Il faudrait faire en sorte de réfléchir l'hôpital pour qu'il soit toujours plein, quoi. C'est ça. Les mecs vont te parler d'efficience, hein. C'est ça le mot-clé pour parler de ça. Mais tu vois, en fait, c'est la politique du flux tendu. C'est la même réflexion qu'avec les rendez-vous non honorés et tout. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde fonctionne à 100% tout le temps. Mais en fait, en santé, on ne peut pas être dans un truc où on est à 100% tout le temps parce qu'en fait, on a des flux qui sont pas prévisibles. On ne sait pas combien il va y avoir d'infarctus aujourd'hui. On ne le sait pas. On peut faire une moyenne, etc. Mais en fait, il faut avoir une marge. Parce qu'il y a des fois où il y a plus. Et ça, les mecs, ils sont tellement dans la politique du flux tendu qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Pourtant, c'est quand même assez simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités intellectuelles énormes pour capter que quand tu fais du soin, en fait, il y a une part d'imprévu, quoi. Ouais, à un moment, j'étais dans un service de gynéco-obstétrique et ils avaient réduit les lits de zinzin pour les femmes qui allaient accoucher. Si bien que, parce qu'en fait, les femmes qui vont accoucher, si tu veux, dans le service, je sais pas, mais imaginons qu'il y en ait 4 par jour qui viennent accoucher, j'en sais rien, un truc comme ça, en moyenne. La réalité, c'est qu'il n'y en avait pas 4 par jour qui venaient. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où il y avait personne et il y avait des jours où il y en avait 10. Et donc, quand t'as 4 lits, en fait, tu te retrouves rapidement à devoir. Tu sais, t'envoies 2 meufs en chirurto parce qu'ils ont des lits, t'en envoies une, je sais pas où et tout. Et déjà, c'est trop chiant pour le personnel parce qu'il est obligé de courir partout parce que les femmes, du coup, sont pas au même endroit. Et puis bon, t'es enceinte, t'es pas censé être à côté de, je sais pas, de quelqu'un qui a Parkinson, qui va être un peu différent. Enfin, tu sais, t'es enceinte, t'aimerais bien être dans une espèce de maternité, juste avec une sage-femme, et être tranquille, quoi. Et puis limite entendre des cris de bébé parce qu'il y a d'autres bébés dans les autres chambres, quoi. T'es pas censé être dans un service de chirurto, quoi. Et ben non, les mecs, ils ont fait une moyenne, ils se sont dit, ouais, bah il y a 4 femmes en moyenne par jour qui accouchent ici, il nous faut 4 lits, quoi. Bah moi, tu vois, quand j'étais interne, j'avais eu un cas comme ça. Alors, nous, à l'époque, ils parlaient du TMS. Alors, le TMS, ceux qui bossent à l'hôpital, ils connaissent, c'est le temps moyen de séjour. Donc ça fait partie des trucs qu'ils mettent dans leur petite colonne Excel là et dans leur PowerPoint. Donc vous imaginez bien qu'il faut avoir un temps moyen de séjour le plus faible possible, hein, sinon c'est très grave. Et j'étais dans un service de gynéco, pareil, il y avait une dame qui se vidait de son sang à cause d'un cancer de l'utérus qu'on ne pouvait pas opérer parce que la dame était en grande obésité et qu'on n'avait aucune table qui pouvait supporter son poids. Voilà, bon, tu te dis à l'échelle d'un hôpital d'une ville moyenne correcte, tu vois. Il n'y avait aucune table, voilà. Donc en fait, on ne faisait que la remplir, elle se vidait. On la remplissait, elle se vidait. Le temps qu'il y a un mec dans les bureaux qui décide d'acheter cette putain de table, tu vois. T'imagines en plus enfin bon, en termes de confort pour la dame, de fric que ça coûte, de charges pour les équipes, de tout est débile. Et au bout d'un moment, t'es vraiment une grosse vache et tout, ça te renvoie un peu ça quand même. Oui, en plus, tu vois, t'as ça, bah, elle, tu vois, elle a fait les mauvais choix visiblement. Elle a fait les mauvais choix alimentaires, cette dame. Voilà. Et donc, t'avais quand même un type qui s'était pointé en disant oui, cette dame, elle est à 48 jours de temps de séjour, mais vous vous rendez compte, à l'hôpital de machin chouette qui est comparable à vous, ils sont à 6,6 jours de TMS et vous êtes à 7,4. C'est à cause de ce genre de dame. Mais là, vraiment, t'as envie de choper le type et lui dire mais écoute, toi, tu vas aller dans la chambre de la dame, lui expliquer qu'on va la poser devant le trottoir de l'hôpital et qu'on va la laisser se vider de son sang dans le caniveau parce que ça fait trop longtemps qu'elle est là. Non mais tu vois les trucs dans lesquels tu rentres, quoi, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Bah, oui, il ne faut pas que ces gens décident des choses, en fait, hein. Vraiment, hein. Bah, c'est l'opposition de logique, hein, c'est ça. C'est que d'un côté, t'as la logique libérale qui est là pour faire du profit, et de l'autre, t'as la logique plus socialiste qui est là pour répondre aux besoins des gens. Et du coup, forcément, ça rentre en contradiction. Et mais, d'ailleurs, il y a un truc, moi, qui me fait vraiment rager là-dedans, c'est que la sécurité sociale, ça a été fait avec les cotisations des travailleurs. Et ça devrait être aux travailleurs de choisir ce qu'ils veulent rembourser. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui est en haut du gouvernement qui n'est pas, je veux dire, il n'est pas chef, d'un comité de travailleurs qui gère la sécu, le mec. Il est Premier ministre. Je vois pas trop pourquoi c'est lui qui choisit ce qui est remboursé ou pas, quoi. Ouais. Mais tu sais, en fait, ils croient que c'est leur fric à eux. Tu sais, c'était comme l'histoire avec la meuf au festival de Cannes, tu vois, où ils avaient dit oui, quand même, elle nous crache à la gueule alors que c'est nous qui avons financé son film. Et t'es là, non, mec. C'est pas toi qui as financé son film, en fait, c'est nous. Ce pognon n'est pas le tien, rappelle. Ce pognon, c'est le nôtre. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui le produisons. Arrête, en fait, de dire ça, de dire que c'est ton fric. C'est notre fric à nous tous.
Bah oui, non, mais c'est exactement ça. Bon voilà, bon du coup c'est énervant. Non, mais c'est cool, bon, c'est cool. Faudra te inviter pour décrypter l'actu santé. Aïe, ouais, on va pouvoir goumer le gouvernement. Non mais oui, non mais en vrai, je crois qu'en plus les gens peuvent pas se rendre compte parce que déjà il y a des choses comme tu dis qui sont un peu de l'ordre de l'indicible. Tu vas pas faire chier les gens avec ta mamie qui est pleine d'escarres, qui a des douleurs et tout parce que personne a envie trop d'entendre ça quoi. Et puis en plus de ça, c'est trop violent. Les médecins, les infirmières, les soignants, ils peuvent pas faire vraiment grève quoi. Ils ont un vieux brassard avec dit marqué en grève, mais ils sont en grève, mais en fait ils font le même travail que d'habitude quoi. Donc c'est vraiment un piège. Je peux pas m'arrêter de bosser. Je peux pas m'arrêter de bosser. Je fous les gens dans une merde, mais dans une merde où il y a la vie des gens en jeu, en fait. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. Mais du coup, c'est pour ça. Alors ça, c'est vraiment des problématiques qui nous concernent tous. Et ça fait partie, tu vois, quand on parle de sujets collectifs, etc. Ça fait partie des trucs qu'il faut qu'on porte. Parce que ça, c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu énorme de santé, etc. Mais c'est un enjeu politique large. La Sécu, je vais citer tonton Bernard, c'est notre déjà la communiste. Il faut qu'on se batte fort dessus. Et la Sécu, c'est vraiment un truc, tu ramènes quasiment tout le monde. Ouais, tout le monde est attaché, ouais, bien sûr. Mais bien sûr, t'as très 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 peu de gens qui ont intérêt à un système à l'américaine avec des assurances privées, etc. T'as les 1%. Les 99% autres, ils n'ont pas intérêt à ce système-là. En fait, les seuls qui n'ont pas intérêt à ça, c'est les mecs qui, tu vois, les mecs qui ont les moyens de se payer eux-mêmes leur santé et que ça fait chier de payer des cotisations sociales et les charges et machin et tout le discours là-dessus, quoi. Et ça fait vraiment partie des sujets où on peut être ensemble, en fait. Mais est-ce que les médecins, c'est pas des traîtres là-dedans? Ah bah, un petit peu quand même. Il y en a dans le chat, il y a des médecins dans le chat qui sont là. Mais bien sûr. Non, alors, dans les motifs d'espoir, moi je me permets quand même de dire, moi je suis en médecine générale, faut pas être angélique. Les médecins, ils sont d'une certaine classe sociale, et du coup ils peuvent, être eux-mêmes, patrons déjà. Moi je suis patronne techniquement, tu vois, je paye des salaires à des secrétaires, etc. Donc t'es dans cette position-là, t'as un peu de thunes, donc t'as plein de mecs qui investissent dans l'immobilier, qui ont des rentes immobilières, ce genre le gars là sur Airbnb, je sais pas si t'avais vu la capsule, le mec qui a tout un immeuble et qui dit c'est Marseille bébé et qui paye pas ses impôts. C'est Marseille bébé, quel enfer. Le gars il est chire, il doit gagner 40K par mois entre ses Airbnb et son salaire et le mec tu mets, s'il fait du bon dépassement d'honoraires, il se met entre 15 et 25 000 euros dans la poche. Avec un bon gros dépassement qui empêche les pauvres de se soigner. Et puis, tu rajoutes à ça une rente immobilière de entre 10 et 20 000 balles. Là, je pense que t'es pas mal, ouais. Je pense que t'es à l'aise, c'est Marseille bébé. Ouais. Ça, d'ailleurs, je suis pas carcéraniste, mais ça, en vrai, vas-y. Un petit coup en 11. Tu m'avais dit un truc qui était pas mal par rapport à ça, c'est que toi, du coup, sur Twitter, t'es pas mal... Tu clashes pas mal avec d'autres médecins, enfin, tu discutes, quoi, mais tu débats de trucs, et tu me disais... en fait, ces mecs-là, faudrait leur demander leur salaire, quoi, parce que des fois, ils parlent de trucs en disant qu'ils s'en sortent pas, alors que c'est vrai qu'en France, t'as du mal à comprendre comment un médecin peut ne pas s'en sortir. Alors peut-être qu'il gagne un peu moins qu'avant ou je sais pas quoi, mais ça paraît un peu bizarre. Ouais. Alors moi, je suis ultra transparente sur les revenus. Les revenus moyens d'un médecin généraliste en France, je crois que c'est autour de 6 500 € net. Et il y a une énorme disparité parce qu'on est payé à l'acte, ce qui est vraiment une énorme connerie. Et donc, ceux qui font le plus de thunes, c'est des mecs qui vont faire des actes à la chaîne, des consultes de 5 minutes. Moi, je vois pas comment en 5 minutes tu peux parler avec ton patient, comprendre qui il est, lui expliquer pourquoi tu fais ça, quand est-ce qu'il doit revenir, etc. C'est pas possible, tu vois. Mais t'as vraiment une prime au mauvais boulot. Enfin, je suis désolée, mais quand tu fais des consultes de 5-10 minutes, je ne vois pas comment tu peux bien faire ton travail. Et en plus, en médecine générale, donc on a les revenus de nos actes, mais on a aussi des primes. Et ça, les mecs n'en parlent jamais. Quand ils disent, oui, sur 25 €, je paye tant d'URSSAF, etc. Nous, on a un forfait patient médecin traitant, c'est-à-dire que, en fonction du nombre de patients qui sont déclarés médecins traitants et de s'ils sont en ALD, s'ils ont plus de 80 ans, etc., s'ils sont à la CMU, enfin, à la C2S maintenant,
tu vas gagner un certain nombre de thunes, et tu as aussi des objectifs, on va dire, de prescription qui vont aller de il faut que tes diabétiques soient surveillés avec des prises de sang, machin, à tu envoies tes arrêts de travail par internet et pas par papier parce que ça fait gagner du temps par la sécu. Bref, tout ça, ça fait un package où ils calculent des points, où la sécu calcule des points, et ça fait des sommes qui sont, je sais pas, on est sur du petit 15 000 € par an quand même, hein. Enfin, on n'est pas sur des petites sommes. Et sur des grosses sommes, sur des sommes qui sont supérieures au salaire annuel. T'as des avantages fiscaux, donc quand tu t'installes dans certaines zones, t'as des trucs aussi. Enfin, ouais, c'est ça. Et tu vois, en zone très désertifiée comme la mienne, t'as une exonération d'impôt sur le revenu pendant 5 ans, tu vois, par exemple. Enfin, en fait, on a vraiment des avantages de ouf. Vraiment. Et après, en fait, quand les médecins gueulent, il y a des vrais problèmes, tu vois. Des problèmes sur nos conditions de travail, en fait. Là, il y a vraiment des trucs à jouer. Et il y a une vraie souffrance, et ça, faut l'entendre. Hein. Enfin, faut entendre aussi les confrères quand je chie, c'est ça qui me faisait rager, tu vois, quand il y avait les médecins qui demandaient 50 balles la consultation 1,25, c'est que... En soi, moi, ça me gêne pas, je m'en fous qu'ils s'augmentent, mais c'est pas le problème, voilà, c'est, il faudrait mieux qu'il y ait plus de médecins qui travaillent moins, qu'il y ait des gens à l'hôpital quand ils ont besoin d'envoyer, qu'il y ait plus d'infirmières pour aller voir les gens, enfin, c'est le dernier truc à faire comme dépense de la sécu que d'augmenter les médecins, je pense, enfin, selon moi. Parce que c'est pas la priorité. Et après, si tu veux, on peut discuter de certains trucs, on peut discuter, par exemple, des salaires des étudiants en médecine, parce que ça, c'est un vrai problème, tu vois. Quand t'es étudiant en médecine, en fait, à partir de la 4e année, t'es en stage. Tu bosses les week-ends, tu as 5 semaines de vacances par an, tu peux pas taffer à côté. Et donc, si t'as pas de thune, si tes parents ont pas la thune pour te financer, ton salaire d'externe, c'est 100 balles au départ, c'est 100 balles en 4e année, c'est 200 balles en 6e année. Alors, ça a peut-être augmenté un peu depuis, mais pas beaucoup. Enfin, c'est vraiment, ça ne te permet pas de vivre. Et quand t'es interne, t'es quand même, c'est des grilles de salaire, t'es à 1004. Si tu tapes un peu de garde, etc., tu peux monter, à 1008-2000. Mais bon, pour des heures de travail hebdomadaires qui sont énormes. Et d'ailleurs, ça devient un argument derrière pour dire ouais, mais en fait, on se fait mal payer pendant nos études, on se fait utiliser comme petite main pas chère, pas à l'hôpital. Du coup, c'est normal qu'on aille se gaver derrière, tu vois. Moi, non, il faudrait qu'on soit correctement payé pendant nos études et normalement payé après. Là-dessus, je suis un peu d'accord avec Mélenchon. Il avait dit, je sais pas quoi, il s'était mis tous les médecins à dos. Il avait dit que c'était des. Attends, si tu l'as peut-être, c'est genre en gros, pas que c'était des traîtres, mais tu vois, genre en fait qu'ils avaient une petite confrérie et puis une petite corporation. Il y avait des corporatistes, je sais plus ce qu'il avait dit, mais genre immonde corporatiste ou un truc comme ça. Mais en gros, c'était parce que c'était un débat sur le fait de pouvoir dire on a besoin d'un médecin là, on met un médecin là, quoi, comme on fait avec les profs, quoi. Et je pense que ce truc serait beaucoup plus accepté par les médecins si tu leur disais vous touchez un salaire parce que vous êtes considéré fonction publique ou je sais pas quoi, au moins pendant quelques années, donc pendant vos études vous touchez un salaire au lieu de toucher rien pendant 3-4 ans puis 100 balles par mois. Ils toucheraient par exemple le SMIC depuis la première année puis après un peu plus quand ils commencent à bosser à l'hôpital ou un truc comme ça, tu vois, et ça leur permettrait de dire par contre on a besoin d'un médecin au fin fond de telle région, on en met un, quoi, comme on fait avec les profs, parce que les profs ils ont pas le choix. Les profs, s'il y a besoin d'un médecin au fin fond de je sais pas où, ils vont au fin fond de je sais pas où parce que c'est ça, quoi. Par contre les profs du coup ils ont des formations payées, qui sont de moins en moins le cas, je sais, mais voilà, ça me paraîtrait pas honteux, quoi, parce qu'on a besoin des médecins. Bah oui, totalement. Et puis après, tu vois, quand même, là, j'ai un peu chié sur ma corpo. Moi, je pense que l'avenir de notre corpo, c'est de s'identifier plus aux soignants et aux corps soignants en règle générale que d'arrêter de s'identifier uniquement à la corporation médicale. Je pense que ça nous aiderait dans notre métier et je pense que ça nous empêcherait de faire des choix corpo débiles. Tu vois, on parlait du numerus clausus dégueulasse des années 90. Alors certes, les pouvoirs publics l'ont aussi demandé parce que ça permettait de diminuer un peu parce qu'en fait, quand les médecins sont très nombreux, ils se mettent à créer de la consommation de soins. C'est-à-dire que si tu es payé à l'acte, le mec, au lieu de faire son renouvellement tous les 6 mois, tu vas le faire tous les 3 mois ou tous les mois, tu vois. Si t'as pas assez de patients, tu vas créer ça. Et donc, le fond du problème, c'est le paiement à l'acte, hein, bien entendu. Mais en fait, tu as aussi la corporation médicale qui a demandé ça. En fait, les demandes corpo des médecins, c'est-à-dire la liberté d'installation absolue, la diminution du numerus clausus des années 90 qui fait qu'on est dans une merde noire, hein. Actuellement, il y a la moitié des généralistes qui ont plus de 55 ans. Hein. Là, les prochaines années, ça va être un enfer. En termes de démographie médicale, on va commencer à remonter, les meilleures estimations disent 7-8 ans, les pires disent 12-15 ans, quoi. Donc là, en fait, il va falloir tenir longtemps dans une situation qui est catastrophique en termes de nombre de médecins généralistes.
Et ça, ces choix-là, la corporation médicale, elle a une part énorme dedans. Et donc, en fait, quand t'es arc-bouté sur tes petits trucs corpo et pas à te penser dans le système de soins en règle générale et pas à penser ton métier comme un métier d'intérêt général, mais comme des trucs de chacun fait ses choix individualistes, etc. Mais en fait, tu prends des décisions de merde, y compris pour nous-mêmes, parce que là, en fait, effectivement, quand les jeunes internes de médecine générale aujourd'hui, moi, je comprends qu'ils soient flippés, tu vois, parce que c'est chaud, en fait, d'arriver à ce moment-là. T'es là, t'as 28-30 ans, t'as envie de faire des gamins, t'as ultra la trouille de te retrouver dans une situation où t'es obligé de bosser 70 heures semaine. Ouais, après, d'après Macron, normal, les gamins, vois, on est infertile ou je sais pas trop quoi en France parce qu'on veut plus faire de gamins. Ouais, c'est pour ça ça n'a que les aucun gens font rapport pas de avec la pauvreté et le temps de travail. Ouais, c'est ça, ou avec les conditions matérielles des gens, tout simplement. Tu vois, peut-être que, je sais pas, des appartes d'une taille correcte et des places en crèche, peut-être que ça jouerait un peu aussi, quoi. Mais bon. Et ouais, mais tu vois, moi, quand même, si je peux finir sur une petite note d'espoir, en médecine générale, en tout cas, qui est l'endroit que je connais bien, moi, je trouve qu'il y a un vrai changement idéologique qui est en train de se faire. Il y a des trucs très forts qui se sont passés dans ma spécialité. Par exemple, le fait de dégager les industries pharmaceutiques de nos formations. Et aujourd'hui, en médecine générale, pour être maître de stage, tu n'as pas le droit de mettre tes internes, tes étudiants en contact avec des représentants de l'industrie pharmaceutique. Mais ça, c'est une révolution, hein. Parce qu'en fait, pendant longtemps, recevoir les labos, c'était considéré comme de la formation. Aujourd'hui, tu vas dans un congrès de médecine G, tu commences ta présentation en disant voilà mes conflits avec l'industrie, et ta diapo de conflit d'intérêt ne dit pas aucun. Franchement, t'es mal vu, tu vois. Donc ça, c'est des victoires idéologiques de dingue. On a beaucoup mis de sciences sociales et tout ça dans nos connaissances en médecine générale aujourd'hui. Donc on a une approche qui est beaucoup moins, voilà, les gens font des choix, machin, mais de comprendre les gens dans leur complexité, dans leur ensemble. Du coup, c'est un peu compliqué d'être méritocrate débile, tu vois, quand t'as cette approche-là des gens. Et t'as une grosse féminisation aussi. T'as beaucoup de réflexions sur les violences sexuelles au cours des études. Enfin, il y a un vrai changement qui est en train de se faire. Il y a plein de jeunes médecins généralistes qui ont envie de bosser dans de bonnes conditions, qui ont envie de faire du bon soin, qui ne demandent pas à être payés 15 000 balles par mois, qui trouvent que 5-6 000 c'est bien, tu vois. Et voilà. Et moi, je pense qu'il y a quand même un truc à jouer au sein de notre corpo. Je pense que il y a plein de jeunes médecins qui ont envie de faire des trucs cool. Je pense qu'il faut aussi tenir ces discours-là. Porter ces discours. Il y a un vrai travail il y a un travail sur l'hégémonie aussi, tu vois, à porter là-dessus, et il faut qu'on soit nombreux. Voilà, s'il y a des gens qui écoutent là, que vous avez envie de vous lancer en médecine et tout, mais allez-y, parce qu'en fait, il faut aussi que ça soit des métiers qui attirent d'autres types de gens que des mecs qui ont envie de faire du flard. Sachant que de toute façon on gagne bien nos vies. Enfin, encore une fois, moi je gagne bien ma vie. J'ai entre ma part libérale, moi je suis très transparente sur ce que je gagne. Entre ma part libérale et puis j'ai une petite part, j'ai une part salariée aussi parce que je travaille à la fac. Je gagne à peu près 4 500 € net par mois. Enfin, je veux dire, ça va très bien, quoi. Sur ce plan-là, sur le plan financier, ça va très très bien. Je pars en vacances, je m'achète de la bonne bouffe, j'ai pu acheter ma maison, tout va bien, quoi. Mon vrai problème, c'est l'état du système de soins et comment soigner les gens, et le fait que mes patients vivent dans des conditions de merde et que je ne peux pas bien les soigner dans ce contexte-là. Il y a quelqu'un qui dit elle gagne bien sa vie mais ne donne rien sur le Tipeee. C'est faux, je donne sur le Tipeee. Ah voilà, pour que je gagne 1 731 000 € par mois. Voilà, et du coup il y en a 1 600 000, c'est de moi, ça vient de moi. Ça vient direct de la Sécu, il y a un pont directement qui se crée, la carte vitale est branchée sur mon Tipeee. Ok. Est-ce qu'on donne ton Twitter ou tu veux pas? Ouais, si tu veux, si tu peux. Allez, je vais le trouver, je vais le mettre dans le chat, je vais même le mettre à l'écran parce que les gens vont regarder sur moi. Ça doit être Dr_Zoé_, je crois. Un truc comme ça. Dr_Zoé. Ah oui. Ça doit être ça, je crois. Voilà, je l'ai, je le mets ici. Voilà. Donc, Evidence-Based Marxisme, je l'avais pas vu ton truc, ouais, c'est pas mal. Evidence-Based Marxisme, ouais. Ouais, ça parle féminisme, VSS et médecine un peu. Ouais. Il y a un rapport d'ailleurs entre les VSS et ton activité de médecine. Bon, si tu veux, on en parlera peut-être une autre fois, sinon tu peux revenir pour carrément. Après, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait on avait parlé de VSS et de médecine sur la chaîne de Stéphane, le fou allié. Ouais, c'est lui qui nous a mis en contact d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est par lui qu'on se connaît. Alors j'avais un tout petit peu modifié mon prénom.
Je sais plus quand c'était, je crois que c'était en mai ou en juin, un truc comme ça. Enfin, Stéphane pourrait le retrouver, je pense. Il y a une playlist, il me semble, où on parle vraiment de ça, de VSS, de médecine, de VSS dans les études médicales. Ah oui, oui, je m'en souviens. Oui, c'était intéressant, ouais. Oui, il y avait même plusieurs épisodes, ouais, je me souviens. Ouais, c'est ça. Et de VSS en règle générale aussi, des médecins violeurs et de la manière dont le Conseil de l'ordre les a protégés. De tous ces trucs-là. Ça, t'en penses quoi d'ailleurs? Parce que y a eu un hashtag MeTooFakeMed et moi je savais pas comment me positionner exactement, parce qu'à la fois je comprends tout à fait le hashtag de dire ouais, il y a des ostéos qui font des touchés pelviens, il y a de la médecine tantrique bizarre et tout, enfin voilà, il y a des abus dans les fake med, mais à la fois il y avait des féministes zététiciennes qui disaient ouais, mais en fait la dynamique des VSS n'a pas vraiment de rapport en particulier avec les fake med, parce qu'en fait c'est un rapport plutôt avec le rapport de domination patriarcale dans les dans la relation soignant-soigné, et que ce soit de la fake med ou pas, dont les fake med ne sont pas exemptes en fait, c'est ça. Voilà. Et surtout ce qu'elle disait, c'est que ceux qui pointent du doigt ça, pour beaucoup en fait ne pointent pas du doigt les VSS, mais veulent mettre les fake med dans la sauce en disant ah, regardez, il y a des VSS dans les fake med, et du coup elle pointait un peu ce truc là de vouloir réutiliser un hashtag féministe pour leur combat contre les fake med, qui est un combat qui est plutôt bon, je pense, tu vois. Mais voilà, je sais pas ce que t'en pensais de ce truc là ou... Bah totalement. Bah là tu peux faire un parallèle total avec Éric Zemmour qui invite une meuf qui a alors je suis chiée hein, parce que bon, c'est quand même pas la même chose, les mecs. Ouais, je suis pas sûr que les étudiants c'est Éric Zemmour non plus. Non mais ce que je veux dire, c'est que utiliser la lutte contre les ne voir les VSS que quand c'est un certain type de gens qui les font, c'est s'empêcher de penser les VSS comme un système, comme un ensemble. Et du coup, c'est se tromper de combat. Alors, bien sûr qu'il y a des VSS dans les fake med, et en vrai, il y a un vrai sujet là-dessus. Moi, je vous conseille la chaîne Méta de Choc là-dessus, qui a fait plein de séries, notamment sur des gens tu vois, le tantra, le reiki, tous ces trucs-là. Et c'est comment, quoi, Méta de Choc? Méta. Méta de Choc, c'est un truc sur la métacognition, c'est très bien. D'accord. C'est une meuf qui a eu des expériences, qui elle-même a fait beaucoup d'expériences New Age et tout, et qui en est revenue et qui interroge des gens qui ont été dans ces trucs-là. Et j'aime bien l'approche qu'elle a, parce qu'elle les prend pas que pour des cons, etc. Enfin, elle écoute vraiment leur parcours et pourquoi t'en arrives à recourir au fake med, parce que ça c'est une vraie question aussi, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, il y a des zététiciens. Pour pas vraiment leur passer pour un hater, tu vois, typiquement tu prends la tronche en biais, je trouve que souvent quand il approche quelqu'un, il prend pas pour un con et tout, il essaie de parler un peu avec la personne, c'est pas un truc agressif. Il y a des zététiciens par contre qui se foutent de la gueule des gens qui sont dans les fake men, mais il y en a qui sont très mais très c'est complètement con. Mais ce qui est, enfin bon, parce que c'est pas comme ça en fait. Et puis souvent, en fait, quand on arrive là, tu vois, quand on arrive à aller faire, tu vois, des pratiques hyper bizarres avec des mecs qui du coup font faire des trucs bizarres, puis tu pars dans des dérives un peu sectaires. Et du coup là, comme t'as des trucs d'emprise de domination, t'as de la VSS qui arrive quasiment à tous les coups, c'est touché coulé. Mais en fait, le problème c'est pas les fake med, le problème c'est les dynamiques de domination. Les VSS c'est des histoires de domination, c'est pas des histoires de pulsion, de machin, de nature, de je sais pas quoi. Et donc effectivement, alors c'est très bien de le pointer, mais en fait si tu pointes que ça et que tu pointes pas les autres, et notamment le milieu médical, on va dire j'allais dire traditionnel, mais c'est galvaudé un peu en médecine, comme on pourrait dire ça, classique quoi, la médecine conventionnelle, voilà, on va le dire comme ça. En fait dans la médecine conventionnelle, mais allez voir ce qu'on avait raconté chez Stéphane, hein. Mais t'avais dit un truc qui était très vrai et que j'ai vécu aussi encore plus, parce que tu disais que toi tu l'avais vécu en étant jeune. Étudiante, toi. Moi j'ai subi du harcèlement sexuel pendant les études. Ouais, mais t'avais dit un truc et que j'ai aussi vu dans des services, mais je pense que j'en avais pas vraiment conscience à l'époque. C'est, tu vois, dans un service, on te dit ouais, ce mec-là, faut faire un peu attention, pas forcément pour moi, mais pour les meufs du service, tu vois. Mais en fait, t'as l'impression que c'est normal, quoi. On te dit ouais, ce type-là, en fait, c'est son truc, comme ça, fais gaffe, il a les mains baladeuses, tu sais, mais personne ne le dénonce vraiment, mais c'est un on-dit, quoi. Ah non, mais attendez, mais en médecine, les traditions des carabins, c'est-à-dire des étudiants en médecine, la violence sexuelle, elle est centrale dedans. Ça fait partie du truc. C'est totalement normalisé, ça fait partie des rituels. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui est en train de bouger de ouf entre moi.
Toi, j'ai 32 ans, donc c'était il y a un peu moins d'une quinzaine d'années que j'ai commencé mes études de médecine, où là, mais c'était totalement normalisé, c'était partout, et c'était vraiment très compliqué de se défendre, vraiment, hein, parce qu'en fait, il y avait aucune prise pour pouvoir dire, mais en fait, c'est pas normal qu'il se passe ça. Et là, aujourd'hui, moi, je vois les étudiantes que j'ai maintenant à la fac. Bon, alors il reste plein de taf, etc., mais ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu. Hein. Vraiment, là, il y a des vrais changements culturels qui sont en train de se faire, comme quoi les luttes féministes et tout ça, ça sert pas à rien. Alors il nous reste plein de taf, mais franchement, ça, c'est des sujets sur lesquels ça bouge, hein, vraiment. Et il faut continuer. Et justement, comme ça commence à bouger, il faut y aller à fond. Faut que les mecs qui sont des agresseurs aient peur. Hein. D'ailleurs, j'appelle toutes les étudiantes en médecine qui écoutent à allumer les dictaphones quand vous savez qu'il y a des mecs chelous et tout ça. Il faut les enregistrer, il faut des preuves, il faut que les mecs aient peur. Il faut que les mecs aient peur, ça clairement. Parce que ces mecs-là qui sont dans des positions ultra dominantes, qui ont toujours agressé et tout ça, le seul truc qui peut les faire arrêter, c'est la trouille. L'empathie et tout ça, ils entendront pas. Je vais te dire, moi, l'endroit, mais dans toute ma vie où j'ai jamais vu un endroit, tu vois, aussi patriarcal et aussi enclin à avoir des VSS, c'est un bloc de chirurgie. Un bloc de chirurgie, c'est l'enfer. Hein. Enfin, je sais pas si tous les blocs sont comme ça, mais les blocs que j'ai vus, moi, c'est ultra patriarcal. T'as une hiérarchie verticale. C'est vraiment bizarre. Tu sens qu'il se passe des trucs louches qu'on ne dit pas forcément. Le gars se sent plus pisser, le chirurgien en général se sent plus pisser et gueule sur tout le monde. Enfin, c'est l'enfer. C'est ça, le mec insulte tout le monde. Il se comporte comme un enfant de 4 ans. Tu sais, il fait des colères et tout, machin. Tout le monde trouve ça normal. Et là-dessus, je te raconte pas quand t'es une infirmière de bloc face à un mec qui a ce niveau-là de pouvoir. Hein. C'est un cauchemar. En plus, les mecs ont un pouvoir de dingue parce que comme il y en a peu, en fait t'es bien obligé de, tu vois, tu peux pas quand quand t'es un hôpital, tu vas pas perdre un chir gastro par rapport à ton infirmière qui a dit qu'elle s'était faite attoucher, tu vois. L'infirmière, tu vas retrouver un chir gastro, tu vas pas en retrouver un, quoi. Totalement. On en parle avec Stéphane, si vous voulez le détail de l'histoire, mais l'affaire Le Square Neck, c'est un mec qui est chirurgien viscéral, qui actuellement est en cours de procès, qui aurait agressé sexuellement. Alors lui, son truc, c'était les enfants, hein, ses enfants patients, qu'on aurait agressé plus d'une centaine, voire même plusieurs centaines pendant sa carrière. Là, le procès est en cours. Et lui, tu vois, en fait, il était ultra dur à dégager du fait de cette espèce de statut très particulier et puis de la rareté de ces mecs, quoi. Ouais, non mais c'est bon, bref, on en reparlera, je pense, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont intéressants. Et mais le truc fake med, encore une fois, moi je sais pas trop, parce qu'à la fois critiquer un MeToo c'est toujours compliqué, parce que moi s'il y a des gens à qui ça permet de dire mon ostéo il m'a fait ça, moi je suis d'accord, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, je crois que c'était Gaïs qui m'avait envoyé ça. Il y avait un article qui était sorti comme quoi il y avait vraiment une surreprésentation chez les médecins ou chez les kinés. Non, je crois que les kinés ostéo faisaient beaucoup plus d'attouchements que les kinés non ostéo, un truc comme ça, quoi. Enfin, il y a peut-être des choses qui orientent vers les fake med en particulier. Oui, c'est ça. Et puis peut-être que effectivement le fait d'avoir des pratiques qui sont pas très conventionnelles, tu vois, où on n'a pas posé que on a des données scientifiques qui nous disent que c'est mieux de faire ça que ça, etc. Tu peux un peu plus te dire ah oui, moi avec mon intuition, je sais qu'il faut vraiment que je mette des doigts dans les vagins de toutes les femmes que je croise, tu vois. Tu peux un peu plus te retrouver dans des trucs comme ça. Mais encore une fois, il faut attaquer les violeurs dans les fake med, mais faut attaquer les violeurs dans les true med aussi, parce qu'il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Ouais, et par contre, il y avait un truc, je pense, où il se faisait un peu gaslight, Gaïs, sur ce coup-là. C'est, il disait, le problème des fake med, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Alors, l'ordre, oui, ça peut protéger, parce que t'as ce côté, t'as des lois, mais l'ordre aussi parfois, malheureusement, on sait qu'il y a des choses qui passent sous silence. Et puis en plus de ça, faut aussi que les choses remontent à l'ordre. Enfin, c'est pas forcément un garant. Non, mais attends, mais c'est pire que ça, pas du. L'ordre des médecins dans les VSS, il a même pas été, c'est pas qu'il a été pas protecteur, c'est qu'il a protégé les agresseurs. C'est un système qui a été organisé pour protéger les agresseurs, parce que au Conseil de l'ordre, c'est beaucoup plus facile de faire condamner quelqu'un pour non-respect de la confraternité, c'est-à-dire t'as pas le droit de dire du mal d'un de tes collègues, plutôt que parce que le mec a violé des patientes. Hein. La réalité de ce qui s'est passé sur ces 40 dernières années de justice ordinale sur ces problèmes-là, c'est que si jamais tu dénonces un de tes confrères comme étant un agresseur, t'as beaucoup plus de risques de toi t'en prendre plein la gueule et de te prendre une condamnation pour non-respect de la confraternité, plutôt que le gars se fasse condamner pour agression sexuelle. Hein.
Donc c'est même pas que c'est pas protecteur, c'est en fait l'ordre quand il est au service d'un truc corpo-patriarcal, il sert les dominants en fait. Il ne protège pas les dominés. Et ça, c'est pas du tout en train de changer? Ouah, l'ordre. Avant de faire changer l'ordre, va falloir y aller velu, parce que là, c'est vraiment une institution. Ouah, c'est compliqué. Hein. Moi, si tu veux mon avis, faut supprimer les ordres. Hein. Mais voilà, ça et la justice ordinale particulièrement. Parce que c'est des trucs, c'est vraiment des relents corpaux de l'enfer. C'est vraiment des trucs pour organiser la domination. Enfin, en tout cas, la manière dont la structure est faite. Ou alors il faudrait le réformer, mais de fond en comble, tu vois. Mais en le fait, truc, c'est terme, que moi, ça me fait un peu penser à l'IGPN, tu sais. Ça me gêne toujours que des gens soient jugés partis, si tu veux, d'être juge de tes confrères. Sûr. Ça fait que même si je pense pas que les gars de l'ordre soient forcément des types qui sont biaisés de manière consciente, enfin j'en sais rien, quoi, mais en fait t'es biaisé parce que t'es médecin, tu juges un médecin, tout comme quand t'es un gendarme qui juge un gendarme. Ben ouais, t'es un peu biaisé, quoi. Et c'est pas plus mal d'avoir quelque chose d'extérieur et de vraiment un peu plus neutre pour juger les gens, quoi. Ouais, avec au hasard des patients, tu vois. Oui, avec des patients aussi. Dans les instances, dans les instances décisionnaires, tu vois, et puis des juristes, et puis parce qu'en fait la justice ordinale, comme c'est une justice d'exception, puis t'as des histoires de copinage et tout. Enfin, non, franchement, c'est pas clean. Hein. Et puis en plus les ordres, c'est le Canard enchaîné qui avait sorti des trucs là-dessus. Mais en plus les ordres en termes de gestion financière et tout, il y a des trucs à dire. Hein. Il y a des mecs qui croquent. Hein. Donc bon. Ok. Bon bah super. Et tu reviendras sur la chaîne pour parler d'autres choses, et on te remercie pour ton éclairage par rapport à ces questions-là. C'était super intéressant. Je pense que le chat a aimé. Bah merci à toi de m'avoir invité, hein, et puis merci tout le monde de m'avoir écouté. Et puis bonne soirée. Carrément. Bonne soirée. Allez, bon salut. après ta journée de taf. Merci. C'est ça. Salut.